Faisons une petite expérience mentale pour commencer. On dépose sur une table un essai de sociologie de 500 pages. Un beau gros pavé, ouais. Exactement. Ou mettons un gros texte de loi hyper complexe. Et là, la toute première consigne qu'on donne au groupe assis autour de la table, c'est de le déchirer. De le détruire complètement. Littéralement, oui. De prendre le livre, de tirer sur la reliure, puis d'en arracher les pages par paquet. Ben, c'est le cauchemar de n'importe quel bibliothécaire, on s'entend. Ah, ça, c'est clair. Ça semble complètement fou, mais en plongeant dans la pile de documents qu'on a aujourd'hui, on découvre que cet acte de vandalisme, entre guillemets, c'est en fait l'une des armes secrètes d'un mouvement fascinant. C'est une image forte. Et c'est exactement le genre de pratique qui choque quand on a une vision très classique ou scolaire de l'apprentissage. Ouais, vraiment. D'accord, décortiquons ça. Parce que notre mission pour cette exploration, c'est de regarder une tonne de sources. On a des actes de colloques, des décrets de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des analyses de la coopérative Smart. C'est du lourd, effectivement. Ben oui. Et le but, c'est d'extraire l'essence de ce qu'on appelle l'éducation populaire et sa cousine belge, l'éducation permanente. On veut comprendre comment l'éducation, ben ça ne s'arrête pas à la porte de l'école. C'est ça. Et je tiens à préciser tout de suite, l'objectif ici, c'est pas de faire un cours magistral ennuyeux, là. Surtout pas. Non, c'est vraiment de synthétiser des décennies de lutte sociale. On veut comprendre pourquoi, aujourd'hui, plus que jamais, la société a un besoin viscéral de ces espaces-là pour développer son esprit critique. Fait que quand on accole les mots éducation et permanente, je vais être honnête, la première image qui vient en tête, c'est pas super excitant. Ah non. Ben non, on pense à des cours du soir avec des néons qui clignotent, à du rattrapage scolaire ou genre un séminaire de ressources humaines sur l'utilisation d'un nouveau logiciel. Ouais, ça sonne très institutionnel, très plate. Tellement. Sauf que les textes nous montrent que les racines de tout ça, ben, c'est de la rébellion pure et dure. Pour vraiment saisir la patente, il faut remonter à la fin du 19e siècle. Absolument, on est en pleine révolution industrielle, dans les mines de charbon, dans les usines. Et ce mouvement-là naît directement des travailleurs eux-mêmes. Et ça, c'est crucial, hein? Oui, c'est la distinction fondamentale qui ressort de nos sources. Il ne s'agit pas d'une éducation pensée pour le peuple par une élite bourgeoise ou philanthropique qui voudrait élever les masses. Genre de la charité intellectuelle. Exactement, c'est pas ça pantoute. C'est une éducation construite par et pour les travailleurs. À l'époque, les mouvements ouvriers, qu'ils soient de tendance chrétienne ou socialiste, réalisent un truc important. Lequel? Revendiquer des meilleurs salaires ou des journées de travail plus courtes, c'est indispensable, oui, mais ce n'est pas suffisant. Pour s'émanciper réellement, il faut produire une intelligence collective. Et il y a d'ailleurs cette citation incroyable dans nos notes de Fernand Pelloutier. C'était une grande figure du syndicalisme de l'époque. Il disait que l'ouvrier devait acquérir la science de son malheur. La science de son malheur. C'est sombre, hein? Mais c'est tellement puissant comme idée. Et c'est là tout le mécanisme, en fait. La science de son malheur, ça veut dire comprendre les rouages économiques et sociaux qui font qu'on est exploité. Ouais. Si on ne comprend pas la mécanique de l'aliénation, on ne peut pas la démonter. Les sources mentionnent un exemple littéraire parfait pour illustrer ça, le roman Germinal d'Émile Zola. Ah oui, un classique. Ben oui. Et à la fin du livre, la grève des mineurs, c'est un échec total. Il y a eu une répression sanglante, des morts. Les mineurs redescendent dans la fosse, complètement vaincus. La défaite totale, ouais. Mais pourtant, Zola décrit le personnage principal, Étienne Lantier, qui quitte la région en se sentant fort. Zola écrit, et je cite, que son éducation était finie et qu'il devenait un soldat raisonneur de la Révolution. Un soldat raisonneur. C'est que même si la grève a planté sur toute la ligne, le simple fait d'avoir organisé le mouvement, d'avoir débattu, d'avoir compris comment le système marche, C'est ça la vraie victoire. c'est une victoire intellectuelle. Moi, ça me fait penser si l'école traditionnelle, c'est comme un restaurant avec un menu imposé par le chef, bien l'éducation populaire, c'est plutôt une cuisine communautaire. J'aime beaucoup l'image. C'est tout le monde amène ses ingrédients et on apprend à cuisiner ensemble, à se forger ses propres outils. C'est une très belle analogie. Et ce qui est particulièrement intéressant dans nos sources, notamment à travers les analyses du conférencier Franck Lepage, c'est de voir comment cette énergie brute, elle s'est institutionnalisée. Et pas de la même façon partout, hein? Non, pas du tout. Lepage pointe qu'en France, historiquement, l'éducation populaire a été poussée hors du ministère de la Culture lors de sa création. Vraiment?
Ils l'ont mis où alors? On l'a cantonné à la jeunesse et au sport, ou à la cohésion sociale, ce qui sous-entend, indirectement, que ce n'était pas de la vraie culture. Ah, le snobisme. Alors qu'en Belgique francophone, dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est l'inverse total. Exact. Dès 1921, avec l'arrêté royal Van der Velde, et plus tard en 71, l'éducation permanente a été plantée directement au cœur des politiques culturelles. C'est comme si l'État belge francophone avait dit, ben oui, les luttes sociales, la critique du système, l'émancipation ouvrière, c'est de la culture avec un grand C. Tout à fait. Et c'est un héritage très envié au niveau international. Les documents le soulignent bien. Mais attention, cette institutionnalisation a amené son lot de transformations. Oui, on s'en doute. C'est d'ailleurs ce qui explique le changement de vocabulaire. On est passé de l'éducation populaire à l'éducation permanente. Et là, moi, j'accroche un peu. Pourquoi? Ben, parce que populaire, ça a du mordant. Ça vient du terrain, des usines. Alors que permanente, on dirait que le mouvement a mis une cravate puis s'est trouvé une job de bureau de 9 à 5. Pourquoi on a changé les mots? Je comprends ton point. Mais nos sources montrent que ce n'est pas juste un caprice de fonctionnaire. Ce glissement sémantique s'est opéré surtout après la Seconde Guerre mondiale. OK, donc la société changeait. C'est ça. Surtout dans les années 70. L'image classique du mineur de fond ou du métallurgiste en bleu de travail, ça ne représentait plus l'ensemble des classes populaires. Avec le sort des bureaux, le secteur tertiaire, tout ça, Exactement. La société de consommation, les loisirs, les formes d'aliénation ont changé. Le terme permanente a pris le dessus pour illustrer que, dans un monde qui évolue à une vitesse folle, le besoin de se regrouper pour décrypter la société, ça ne s'arrête jamais. ça doit durer toute la vie, fait que Voilà, c'est permanent. voilà. Ça fait du sens, non? Oui, totalement. D'ailleurs, les textes s'attardent beaucoup sur une réforme majeure qui a eu lieu en 2018 au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et là, on rentre dans du jargon de décret qui m'a fait un peu sourciller. Ah oui, le fameux changement de terminologie. Permanente. Et avec la réforme, le terme officiel devient, écoute bien ça, le développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative. C'est une belle bouchée, on va se le dire. C'est la pire coupe de cheveux bureaucratique possible. Mais j'imagine qu'une vraie mécanique derrière ce changement de nom. Oui, il y a un changement de paradigme fondamental. L'enjeu de cette réforme, c'était de casser la logique de silo. L'État s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas juste avoir un petit groupe d'associations labellisées éducation permanente qui font de la réflexion critique toutes seules dans leur coin. OK, donc on veut étendre ça. C'est l'idée de l'irrigation. L'esprit critique, la capacité à questionner les inégalités, ça doit percoler partout. Genre dans un club de soccer local, dans une maison de jeunes ou dans un groupe qui fait des potagers collectifs. C'est en plein ça. Ce qui est fascinant ici, c'est la tension constante que ce changement provoque sur le terrain pour ces associations. Elles se retrouvent prises dans un équilibre très fragile. Ouais, prise en sandwich selon ce qu'on lit dans les documents. D'un bord, tu as l'urgence sociale immédiate. Les gens ont faim, ils n'arrivent pas à payer leur loyer. Donc, l'association est tentée de faire du travail social curatif. De la distribution d'aide d'urgence, par exemple. Exact. Mais ce n'est pas ça l'éducation permanente. Et de l'autre bord, pour garder leurs subventions, elles doivent remplir des rapports administratifs sans fin pour prouver au gouvernement qu'elles font bien de la conscientisation politique. C'est un vrai funambulisme. Si l'association ne fait que distribuer de la soupe, elle répare les dégâts du système sans jamais questionner pourquoi le système produit de la pauvreté. Elle met un pansement sur une fracture ouverte, dans le fond. Exact. Mais si elle passe son temps à remplir des grilles d'évaluation pour le ministère, elle perd son ancrage sur le terrain. L'identité de l'éducation permanente, c'est la transformation politique. C'est s'attaquer aux causes. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Parce qu'il y a un truc qui cloche là-dedans, là. T'essaies de me dire que le gouvernement paye littéralement des associations pour qu'elles critiquent le gouvernement et le système en place? Oui, c'est le principe. Mais ça n'a pas de bon sens politiquement parlant. Quel élu signerait un chèque pour financer la contestation de ses propres politiques? Est-ce qu'en devenant aussi dépendante des décrets et des subventions, le mouvement perd pas sa capacité à mordre la main qu'il nourrit? C'est la contradiction fondamentale de tout ce modèle. Et honnêtement, c'est aussi sa plus grande beauté. Le décret de 2003 l'assume noir sur blanc. L'objectif, c'est le développement d'une connaissance critique des réalités de la société. Fait que l'État finance vraiment son propre contre-pouvoir. Absolument. Pourquoi? Parce que dans cette conception démocratique précise qu'on analyse, on part du principe qu'une démocratie sans espace de contestation structurée, c'est une démocratie qui s'ankylose et qui meurt. Le pouvoir a besoin de friction, sinon il devient autoritaire.
C'est ça, c'est une injonction paradoxale, mais c'est un pari institutionnel extrêmement audacieux. C'est un idéal magnifique de financer sa propre remise en question, mais quand on avance dans nos notes, on réalise que ce pari-là, il frappe aujourd'hui un mur de béton armé. Ou plutôt un mur d'écran. Ouais. L'idéal d'émancipation politique se heurte violemment aux urgences du 21e siècle. Les sources, et en particulier cette grosse étude de la coopérative SMART, montrent que la plus grande menace actuelle, c'est la numérisation à marche forcée de la société. Les chiffres sont alarmants. 40 %. On parle de 40 % de la population belge qui est en situation de vulnérabilité numérique. Et la mécanique derrière ce chiffre est impitoyable. Tu sais, cette vulnérabilité-là, elle n'est pas distribuée au hasard. Elle vient se calquer exactement sur les fractures sociales qui existent déjà. Donc, si on a un faible niveau de diplôme ou qu'on est en situation de précarité... Oui, ou si on est plus âgé, ou qu'on ne maîtrise pas parfaitement la langue administrative, le risque d'être exclu numériquement explose. Mais le cœur du problème, ce que les chercheurs appellent la double peine, c'est que cette fracture numérique entraîne directement le non-recours aux droits. Le non-recours aux droits. Donc, mettons, tu as droit à une aide sociale, à une prime ou à du chômage. Mais tu ne peux pas l'avoir juste parce que tu n'arrives pas à naviguer sur le site Web du gouvernement. C'est exactement ça. Et l'accélération due à la COVID a été brutale. On a assisté à une fermeture massive des guichets physiques. Les administrations ont basculé en ligne. Fait que pour exister aux yeux de l'État, aujourd'hui, il faut avoir un ordi, une connexion Internet stable. Un lecteur de carte d'identité électronique, une adresse courriel valide et surtout la capacité de comprendre comment structurer une demande dans des menus déroulants. Et souvent, ces sites-là sont conçus par des ingénieurs, pas par des travailleurs sociaux. C'est fou, hein? C'est comme si l'État avait installé un immense porte blindée numérique devant les services sociaux, tu sais. Ouais, une porte blindée, c'est le mot. Et que la seule façon de demander la clé pour ouvrir cette porte-là, c'était d'envoyer un courriel. Alors que t'as ni ordinateur ni Wi-Fi. C'est complètement absurde. C'est d'une violence institutionnelle inouïe. Et face à ça, comment réagit le secteur de l'éducation permanente? Par la résistance. Ils refusent le tout numérique. Exact. Pendant que des entreprises comme Meta essaient de nous vendre des univers virtuels éducatifs, ou que les institutions ne jurent que par le digital learning, l'éducation permanente milite pour ce qu'ils appellent la réincarnation. La réincarnation des échanges. J'aime beaucoup le terme. C'est remettre de la chair, des corps, de la présence physique dans le débat. Oui, le temps long, la coprésence. Parce que s'émanciper politiquement, ça se télécharge pas dans un tutoriel YouTube de 3 minutes. Ça se vit avec d'autres personnes, dans la même pièce. On partage un café, on n'est pas d'accord, on respire le même air. C'est le fondement de la citoyenneté active. Mais alors, la question à 1 million de dollars. Face à cet isolement numérique, on fait ça comment, concrètement? Quels sont les outils que ces associations utilisent aujourd'hui? C'est là que ça devient vraiment intéressant et c'est là qu'on retrouve notre livre déchiré de l'introduction. Ah, OK. La fameuse expérience mentale. Voilà. L'éducation permanente s'appuie sur une véritable ingénierie pédagogique, des méthodes agiles et physiques conçues pour casser la dynamique où un expert parle et les autres écoutent passivement. Et la méthode de déchirer le livre, ça s'appelle l'attentage, c'est ça? Exactement. C'est une méthode de lecture collective issue des cercles ouvriers, portés par des réseaux comme Peuple et Culture. Honnêtement, quand j'ai lu ça dans les notes, j'ai trouvé ça brillant. La mécanique est tellement simple mais subversive. Tu prends un texte qui fait peur, un truc hyper complexe sur l'économie. Et que tu le divises. Tu le déchires physiquement et tu donnes une dizaine de pages à chaque personne du groupe. Ils vont lire ça dans leur coin pendant 1 heure, puis on se remet ensemble. Et chacun raconte ce qu'il a compris de son morceau. Et surtout, quel lien la personne fait avec sa propre vie, son travail, son quartier. Le but n'est pas seulement de comprendre le livre académiquement. C'est de tuer le complexe d'infériorité intellectuelle, non? En le détruisant le livre, on dit que ce savoir-là, il n'est pas sacré. Il nous appartient. On a le droit de le malmener pour se l'approprier. C'est la désacralisation des œuvres complexes. On recrée du lien social, du faire commun. Et il y a d'autres méthodes tout aussi fascinantes. On peut penser à l'entraînement mental. Ça, c'est né dans la clandestinité pendant la Résistance française, hein? Entre 40 et 45. Oui. L'idée centrale, c'est de ne jamais partir de la théorie pure, mais toujours de ce qu'on appelle une SCI, une situation concrète insatisfaisante. OK, jouons au jeu. Si on devait appliquer ça aujourd'hui, ça ressemblerait à quoi une SCI typique?
Mettons qu'on prend l'exemple d'un livreur travaillant pour une plateforme comme Uber Eats ou Deliveroo. OK. Sa situation concrète insatisfaisante, c'est que du jour au lendemain, son application a baissé sa note sans explication et il ne reçoit plus de courses rentables. Donc, son revenu fond de moitié. Et il ne peut parler à aucun humain, juste un robot conversationnel. Et comment l'entraînement mental aborde ça avec un groupe de travailleurs? C'est basé sur 4 étapes très rigoureuses pour lier théorie et pratique et éviter de tomber dans le fatalisme. Étape 1, on décrit objectivement les faits. Pas d'émotion. La note a baissé tel jour, les revenus ont baissé de tel pourcentage. OK, on pose le diagnostic. Ensuite? Étape 2, on cherche les causes profondes. On analyse le fonctionnement de l'algorithme, le modèle économique de l'entreprise, le vide juridique sur le statut d'indépendant. On va au-delà de l'évidence. Exact. Étape 3, on dégage les contradictions. L'entreprise prétend offrir de la flexibilité et de la liberté aux livreurs, mais dans les faits, elle exerce un contrôle total via la technologie. Et la dernière étape? Étape 4, on construit une stratégie d'action collective. Comment on s'organise face à ça? Est-ce qu'on crée une coopérative alternative? Est-ce qu'on fait pression sur les lois? On relie l'expérience individuelle à la structure globale. C'est fou parce que la méthode date des années 40, mais elle fonctionne parfaitement pour décoder l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Les mécanismes d'aliénation restent similaires. Juste les outils qui changent. Et d'ailleurs, les associations ne se contentent pas des vieux outils, elles en inventent des nouveaux. Les notes mentionnent le CIDJ, qui a carrément créé des jeux de société. Oui, des jeux comme Antispam ou Algorithmia. Le but, c'est de s'asseoir autour d'une table, de lancer des dés ou de tirer des cartes pour comprendre comment nos données personnelles sont siphonnées en ligne pour contrer les algorithmes. Il y a aussi le Centre vidéo de Bruxelles, qui produit des documentaires tournés exprès pour servir de déclencheur de débats dans les quartiers. Il y a même ce dispositif, le PK, pour lier la culture et le système scolaire formel, pour amener cette culture du débat critique à l'intérieur même des murs de l'école. Le fil conducteur de tous ces outils, qu'on déchire un livre ou qu'on joue à un jeu de plateau, c'est la création du faire commun. L'objectif secondaire, c'est d'apprendre quelque chose. L'objectif principal, c'est de briser l'isolement. C'est l'antidote parfait à notre époque parce qu'aujourd'hui, on consomme notre indignation de manière isolée, chacun seul sur son téléphone. Le conflit constructif, le fait de s'obstiner ensemble dans une salle, c'est ce qui fait société. Fait que si on ramasse un peu tout ce qu'on a décortiqué aujourd'hui, l'éducation permanente ou populaire, c'est pas du tout un rattrapage scolaire. Non, vraiment pas. Pour tout le monde de comprendre et d'agir sur le monde. Et c'est soutenu par des méthodes qui privilégient l'humain face aux algorithmes. C'est une excellente synthèse. Mais, et je dois amener ce point pour clôturer notre exploration, la réalité rattrape souvent l'idéal. Qu'est-ce qui se passe, Sam? En croisant les sources récentes concernant le financement public, on constate un phénomène assez alarmant. Actuellement, le secteur fait face à de sévères coupes budgétaires. Encore des coupures? Pire encore, il y a un moratoire strict sur la reconnaissance de nouvelles associations jusqu'en 2028. En clair, le gouvernement a gelé le système au nom de la rigueur financière. Le milieu est étouffé, incapable de grandir. Wow. Ça laisse vraiment avec une pensée vertigineuse pour ceux qui nous écoutent. Oui. Tout au long de l'échange, on a vu que l'éducation permanente agit historiquement comme le système immunitaire de notre démocratie. C'est ça qui fabrique nos anticorps sociaux. L'esprit critique, le lien de proximité. La capacité à résister à l'isolement. Exactement. Alors on peut se demander, que se passe-t-il lorsque l'État, sous couvert de rigueur budgétaire, décide consciemment de cesser d'alimenter ses propres anticorps? C'est une excellente question à garder en tête. Un grand merci à tous les esprits curieux qui ont suivi cette analyse avec nous aujourd'hui. On vous invite à garder les yeux ouverts sur les dynamiques de pouvoir autour de vous et surtout à continuer de questionner les règles du jeu. Bienvenue à The Debate. Aujourd'hui, on vous propose un espace de dialogue critique et d'analyse où on croise les perspectives sur un enjeu vraiment fondamental. Imaginez un instant devoir justifier la valeur de la dignité humaine ou le moment très précis où une personne marginalisée reprend le contrôle de sa vie, mais en cochant une case dans un fichier Excel. C'est complètement absurde. Puis c'est vraiment l'obsession de la rentabilité et du tout mesurable appliqué directement à l'âme humaine, là. Exactement. Et c'est en plein le paradoxe dans lequel baigne l'intervention sociale d'aujourd'hui, puis c'est ça qu'on décortique ensemble. On s'adresse particulièrement à vous, les étudiants en sciences sociales et aux travailleurs sociaux qui êtes sur le terrain ou qui allez bientôt l'être. On va
va plonger dans le contexte de l'éducation permanente. Oui, et plus spécifiquement en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est un cas d'école vraiment fascinant pour nous. Tout à fait. Pour se mettre en contexte, c'est un secteur historique qui est né des grands mouvements ouvriers et qui a pour but l'émancipation populaire. Mais présentement, ce secteur-là, il est profondément tiraillé. D'un côté, on a une institutionnalisation étatique qui s'alourdit d'année en année, ça n'arrête pas. Et de l'autre, une numérisation fulgurante de la société qui vient changer toutes les règles du jeu. Fait que la question centrale qu'on doit se poser aujourd'hui... Et qui est honnêtement existentielle pour les acteurs de terrain, on va se le dire. C'est clair. La question, c'est, face aux grises de représentativité, puis à cette logique implacable de rentabilité, est-ce que l'éducation permanente doit s'adapter à ces nouveaux cadres institutionnels et technologiques pour survivre, ou est-ce qu'elle doit, au contraire, opposer une résistance radicale pour préserver son autonomie? De mon bord, je défends l'idée qu'une adaptation stratégique aux outils de l'État et une intégration proactive du numérique, c'est des passages obligés. C'est la seule voie pragmatique, je pense, pour garantir le financement et moderniser l'émancipation. Et tu t'en goûtes, je me positionne complètement à l'inverse. Je suis convaincue que cette institutionnalisation excessive-là et l'injonction au tout numérique, mais ça dénature l'essence même du travail social. Pour moi, ça exige une résistance structurelle et un retour inconditionnel aux pratiques d'autonomie et au temps long. Bien, plongeons là-dedans. Moi, j'aborde la question vraiment avec une lunette sociologique pragmatique. Tu sais, il faut voir les politiques publiques non pas juste comme des carcans, mais comme des outils de légitimation. Si on regarde le fameux décret de 2003 sur l'éducation permanente en Wallonie-Bruxelles, c'est une structure qui vient professionnaliser le secteur. Oui, mais à quel prix? Attends, laisse-moi t'expliquer comment ça fonctionne. Le décret divise l'action en 4 axes. L'axe 1, c'est le travail direct, le travail de terrain avec les publics précarisés. Puis ça monte progressivement jusqu'à l'axe 4, qui est l'interpellation politique et la production d'analyse. Mon point, c'est que pour agir comme un véritable contre-pouvoir dans la société civile, ça prend des ressources. S'isoler de ce cadre normatif-là par, pureté idéologique, c'est se condamner à l'impuissance. Et pour ce qui est du numérique, c'est le nouveau terrain de lutte. L'accompagnement numérique, les espaces publics numériques, c'est des portes d'entrée extraordinaires pour recréer du lien social. C'est là que j'embarque pas du tout avec ton approche. Moi, j'adopte une sociologie critique de la domination. Et ce que tu appelles de la légitimation, je l'analyse comme une mise au pas pure et simple. Une mise au pas? Absolument. L'État, sous le couvert de ses subventions, vient imposer une logique marchande. On le voit très bien avec la pression d'organismes publics de l'emploi comme Actiris à Bruxelles ou le Forem en Wallonie. Ils demandent aux associations de faire de l'activation. Oui, la fameuse activation. C'est ça. En gros, il faut que la personne retourne sur le marché du travail le plus vite possible. Fait que ça étouffe complètement le vrai travail qualitatif de l'éducation permanente qui, à la base, n'a pas à être utilitariste. Et quand on parle de bureaucratisation, on parle d'une perte de sens monumentale, là. Les travailleurs sociaux passent leur temps à remplir des grilles d'évaluation. C'est lourd, c'est vrai. Puis quant au numérique, c'est une machine à exclure. Ça crée ce qu'on appelle une double peine. L'exclusion sociale va se nourrir de l'exclusion numérique, ce qui mène directement au non-recours aux droits fondamentaux. OK, je comprends ton point sur la pression de l'activation, mais je pense qu'il faut structurer notre réflexion. Ça nous amène à la première phase de notre analyse méthodologique pour ceux qui nous écoutent, identifier les outils. Tu vois le décret de 2003 comme une camisole de force, mais moi, je te propose de le voir plutôt comme un exosquelette. Un exosquelette? Ouais. Oui, c'est lourd à porter. Oui, ça demande de l'entretien, de l'administration, des réunions interminables. Mais cet exosquelette-là, il permet aux petites associations de soulever des poids politiques qu'elles ne pourraient jamais bouger toutes seules. Sauf que... Sans cette structure étatique et les fonds qui viennent avec, on serait réduit à faire de la petite charité fragmentée au jour le jour. Le décret, c'est l'outil qui permet de sanctuariser l'action citoyenne. Je suis désolée, mais le problème avec ton image d'exosquelette, c'est qu'il est équipé des mauvais capteurs, là. L'outil institutionnel, qu'est-ce qu'il exige? Il exige de compter les têtes dans une salle. Il veut évaluer le coût par bénéficiaire. Mais les vrais outils terrain, les outils méthodologiques de l'éducation populaire, ça se quantifie pas comme ça. Comme quoi, par exemple? Prenons l'arpentage. C'est une méthode magnifique, issue des milieux ouvriers. Le principe, c'est que tu prends un livre vraiment complexe, genre un essai sociologique ou un texte de loi, puis le groupe déchire littéralement le livre en morceaux.
Ah, j'adore cette image-là. C'est super puissant. Chacun prend quelques pages, les lit, et ensuite on met tout en commun pour s'approprier le savoir collectivement. C'est une vraie désacralisation de la connaissance. C'est une méthode brillante, effectivement. Oui, mais le problème, c'est que ça demande une chose que l'institution déteste. Ça demande de la lenteur. L'arpentage ou l'entraînement mental, ça exige d'apprivoiser l'autre. Ça demande de créer un climat de sécurité. Tout ce travail invisible, là, ce temps de mise en confiance qu'on appelle l'amont, mais ton exosquelette institutionnel s'en fout complètement. C'est pas qu'il s'en fout, c'est que c'est difficile à capter. Mais c'est ça. J'aborde la question d'une manière différente. Comment tu veux traduire statistiquement le moment précis où un citoyen marginalisé réalise que sa précarité, c'est pas une faute personnelle, mais un enjeu systémique. Tu peux pas mettre ça dans un tableur Excel. Fait que l'outil d'évaluation détruit l'outil pédagogique. C'est un argument fort, puis je te l'accorde. Mesurer l'émancipation avec des statistiques de présence, c'est super réducteur. Mais l'exosquelette, il n'est pas coulé dans le béton, tu sais. Il est perfectible. Ce qui nous amène d'ailleurs à la deuxième phase de notre analyse, proposer des solutions. OK, voyons voir tes solutions. Pour moi, la solution, c'est la réforme interne. C'est des solutions de compromis. Si on prend l'évaluation, par exemple, on peut militer de l'intérieur pour imposer des évaluations qualitatives. On peut inclure les bénéficiaires eux-mêmes dans la rédaction des rapports pour les bailleurs de fonds. Ça transforme la corvée en acte citoyen. C'est d'ailleurs ça la progression du décret. Tu pars de ton atelier d'arpentage à l'axe 1, puis tu utilises les financements pour en faire une revendication politique globale à l'axe 4. Mais pour que la colère devienne un rapport de force, il faut payer des permanents, structurer la chose, et l'argent, il tombe pas du ciel. Mais à quel prix? Dans la littérature qu'on analyse, on voit très bien que le temps passé à chercher ces fameuses subventions, ça pénalise directement les structures. C'est l'injonction paradoxale par excellence pour le travailleur social. On lui demande d'être un agent de transformation sur le terrain, mais on lui impose des critères dignes du management néolibéral. Puis parlons-en du financement, là. Tu vas me parler du phasage, j'imagine. Exactement. Le fameux phasage à 91 %. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas cette mécanique absurde-là, l'État reconnaît qu'une association a besoin, disons, de 100 000 $ pour fonctionner selon le décret. Mais il décide de lui verser seulement 91 % de cette somme sous prétexte que l'enveloppe budgétaire est fermée. Oui, c'est une aberration administrative, c'est clair. C'est bien plus que ça. Le 9 % qui manque, c'est la marge de survie. Ça oblige l'association à courir constamment après d'autres appels à projets juste pour payer le loyer. C'est une technique de contrôle. En t'épuisant à chercher ton 9 %, tu n'as plus l'énergie de contester les politiques de l'État. OK, je suis d'accord que le phasage précarise le milieu, mais c'est justement là qu'il faut agir de l'intérieur. Faire le constat que le système est lourd, c'est la base, mais on fait quoi demain matin? Ma solution, c'est d'utiliser nos canaux politiques pour exiger un refinancement à 100 %. Fuir le système, c'est laisser la place au secteur privé lucratif qui, lui, va très bien s'accommoder des tableurs Excel. Là. Je suis désolée, mais je n'y crois pas. S'asseoir à la table, c'est souvent finir au menu. Laissez-moi vous donner un exemple concret de ce qui arrive quand on accepte ces cadres sans opposer une résistance radicale, particulièrement avec le numérique. Vas-y. Pendant la pandémie, le gouvernement belge a lancé le Hello Belgium, Real Pass. L'idée semblait belle, genre offrir des trajets en train gratuits pour relancer le tourisme local. Mais la démarche pour l'obtenir était exclusivement numérique. Ce qui posait un mur immédiat. Un mur de béton armé. Les populations les plus vulnérables, les personnes âgées, les gens en grande précarité qui n'ont ni smartphone ni connexion stable, ils ont été de facto exclus d'une mesure sociale payée par leurs propres impôts. C'est ça la violence à dématérialisation. La double peine. T'es pauvre, puis parce que t'es pas branché, on te coupe tes droits. L'éducation permanente ne peut pas juste dire « Ah, on va vous apprendre à utiliser un ordinateur ». Elle doit s'opposer à l'obligation numérique. C'est un point super intéressant, bien que je le formulerais vraiment autrement. Je suis d'accord que le cas du RailPass, c'est un échec d'accessibilité. Mais la réponse à ça, c'est pas le déni technologique. Refuser la numérisation aujourd'hui, ça revient à déserter la nouvelle agora publique. Mais c'est pas une agora, c'est un centre d'achat. Justement, c'est pour ça que la solution n'est pas le retrait, mais la reconquête de cet espace. Ma proposition, c'est l'hybridation. Il faut que le secteur s'empare de ces enjeux en formant les citoyens à l'esprit critique.
comment les algorithmes fonctionnent, comment les big tech exploitent nos données, des outils comme Algorithmia sont essentiels. On doit garantir des fonds pour que l'IP forme les citoyens là-dessus. Le concept d'hybridation, ça sonne vraiment bien dans un colloque de sociologie, là. Mais sur le terrain, c'est un cheval de Troie. Accepter l'hybridation, c'est cautionner la disparition progressive du contact humain. C'est donner un chèque en blanc aux autorités pour fermer les guichets. Non, l'un n'empêche pas l'autre. Laisse-moi terminer là-dessus, parce que c'est crucial pour les futurs travailleurs sociaux qui nous écoutent. La vraie solution, c'est d'assumer le conflit avec les institutions. Il faut exiger le maintien des guichets physiques comme un droit inaliénable. Il faut s'opposer aux ordonnances du type Bruxelles numérique quand elles disent qu'une alternative hors ligne, c'est une charge disproportionnée. Depuis quand l'accès au droit, c'est une charge disproportionnée? Écoute, tu peux très bien avoir un accompagnement numérique qui explique comment remplir le formulaire tout en militant politiquement via l'AX4 pour que l'État rouvre ses guichets. Mais si tu te mets en opposition frontale puis tu refuses de remplir les critères de financement sous prétexte de pureté militante, bien, tu fermes ton association. Puis qui va accueillir la personne vulnérable demain? Personne. Les intervenants doivent devenir des traducteurs, traduire la profondeur de l'éducation populaire dans le langage de l'État pour sécuriser l'argent. Mais c'est cette injonction à être un traducteur qui détruit la santé mentale des intervenants. Tu leur demandes de faire le grand écart. D'un côté, des activistes de la justice sociale, puis de l'autre, des comptables de l'efficience étatique. C'est pour ça qu'on a un exode de la profession en ce moment. Le quiet quitting, la démission silencieuse, ça explose. Les gens veulent aider l'humain, pas gérer de la paperasse. Je reconnais que l'épuisement professionnel est un enjeu majeur. La charge mentale est super écrasante. C'est un fait. Puis c'est pour ça que la seule porte de sortie, c'est la radicalité. Revendiquer l'autonomie associative face aux commandes directes de l'État. Militer pour le droit à la paresse, ou plutôt le droit au rythme humain. Prendre un café avec un bénéficiaire sans devoir l'inscrire comme entretien d'activation numéro 402. Écoute, sur le plan éthique, je trouve ton plaidoyer vraiment irréprochable. L'espace du travail social doit rester profondément humain. Mais au bout du compte, on arrive à la grande tension sociologique de notre débat, tu sais. Le paradoxe de l'éducation permanente, c'est cette position d'équilibriste. C'est un secteur financé par l'État pour agir comme un contre-pouvoir face à ce même État. C'est l'art de mordre la main qui nous nourrit, mais juste assez pour pas qu'elle se retire. C'est une belle façon de le résumer, effectivement. Puis je pense qu'on s'entend sur le diagnostic de base. Hein? La dérive managériale puis la fracture numérique, c'est des menaces mortelles pour les publics minorisés. La double peine, elle est bien réelle. C'est clair. On est fondamentalement d'accord sur le diagnostic des dangers. Là où nos chemins se séparent, mais c'est sur la posture adoptée. Je reste persuadé qu'il faut investir et réformer le système de l'intérieur en maîtrisant ses codes. L'exosquelette étatique a besoin d'être réajusté, oui, mais si on s'en débarrasse, on retourne à l'âge de pierre du financement. Et moi, je maintiens qu'il faut bâtir un rapport de force frontal en sanctuarisant nos méthodes non rentables puis nos espaces déconnectés. L'autonomie, ça se négocie pas dans un formulaire, ça s'assume. Et c'est là-dessus qu'on va laisser nos auditeurs réfléchir. À vous, étudiants et professionnels de l'action sociale, vous avez devant vous un défi intellectuel et pratique colossal. C'est à vous de naviguer à travers ce paradoxe-là. Exactement. Il va falloir choisir au combat, puis surtout les outils avec lesquels vous allez vous battre sur le terrain. Absolument. Il reste encore énormément de choses à explorer dans les textes qu'on a abordés aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de carte de navigation parfaite. Puis essayer d'aplanir ces enjeux-là avec la précision d'un algorithme, c'est probablement la pire erreur. Parce qu'on ne gère pas l'émancipation, on la vit. Très bien dit. C'est dans cette complexité que réside le potentiel de transformation. Merci de nous avoir accompagnés dans notre discussion d'aujourd'hui et bonne réflexion à tous. Bienvenue à The Debate, un espace où on analyse en profondeur les outils qui transforment notre société. Quand on pense à la revendication sociale, l'image qui nous vient spontanément en tête, c'est celle d'un morceau de carton puis d'un marqueur noir. Ouais, une pancarte bricolée à la hâte, genre dans un sous-sol. Exactement, brandie dans la rue pour dénoncer une injustice. C'est brut, c'est viscéral, puis surtout, c'est accessible à tout le monde.
Absolument. C'est ça l'essence de l'action citoyenne. Il n'y a pas de barrière à l'entrée, pas de mode d'emploi pour exprimer sa colère ou son espoir. Sauf qu'aujourd'hui, on le sait, la pancarte en carton ne suffit plus toujours. Les systèmes que les citoyens doivent affronter, que ce soit les gouvernements ou les grandes entreprises, ils sont devenus d'une complexité vertigineuse. C'est très vrai. C'est ce qui nous amène à analyser aujourd'hui l'application #B.me. Nos sources, qui sont issues du milieu associatif, décrivent cet outil comme un poste de travail numérique pour transformer l'indignation en stratégie. Oui, une application conçue spécifiquement pour structurer le plaidoyer citoyen. C'est ça. Mais la question centrale qui se pose, c'est de savoir si cet outil, malgré sa conception hautement éthique et son fonctionnement hors ligne, est un véritable levier d'émancipation pour tous. Ou bien s'il risque au contraire d'élargir le fossé et d'exclure les populations les plus vulnérables. Et c'est exactement là que se trouve le nœud du problème selon moi. L'outil promet l'autonomie, il promet de redonner du pouvoir aux citoyens, mais la réalité du terrain social est souvent bien plus cruelle face à l'innovation technologique. Pour analyser tout ça, on va s'appuyer sur la documentation officielle de l'outil, mais aussi sur les rapports très pointus concernant la fracture numérique, des rapports produits par une IA, Smart et la Fondation Roy-Baudouin. Exact. En tant qu'experte en numérique, je vais défendre l'idée que cette application est un modèle d'innovation technologique éthique, une infrastructure qui est carrément devenue indispensable pour que la société civile puisse s'organiser efficacement à l'ère numérique. Et de mon côté, avec ma lunette de travailleur social, je vais démontrer comment cette application, malgré ses très nobles intentions, frappe un mur. Le mur d'une fracture numérique qui touche 40 % de la population, ce qui crée une inadéquation totale avec les publics qui en auraient le plus besoin. C'est certain que l'enjeu est de taille. Mais regardons d'abord l'architecture de la chose. Pour moi, cette application, c'est une véritable bouffée d'air dans un écosystème technologique qui est souvent assez toxique. Ouais, on peut le dire. C'est un peu l'antithèse des géants du Web. Techniquement, c'est une prouesse d'éco-conception. L'application fonctionne 100% hors ligne, il n'y a aucune création de compte, aucune donnée aspirée vers un serveur obscur, puis le code est complètement ouvert. C'est gratuit aussi, non? Tout à fait gratuit. Mais son vrai génie, c'est la façon dont elle vulgarise des méthodes d'organisation complexes. Elle prend la démarche classique du voir, juger, agir et l'intègre dans une interface qui guide le citoyen étape par étape. Elle offre 15 outils intégrés pour s'organiser face à des institutions puissantes. Écoutez, on s'entend pour dire que l'effort éthique est remarquable. Le fait de ne pas monétiser l'attention ou les données des utilisateurs, c'est un standard que tout le secteur social applaudit chaleureusement. Mon problème, c'est pas l'intention des développeurs, c'est l'application concrète sur le terrain. Les chiffres de la Fondation Roy-Baudouin de 2023 et les analyses de Smartware sont sans appel. On parle de près de 40 % de la population qui est à situation de vulnérabilité numérique. Wow, 40 %! Oui, 40 %. Les sources parlent d'une véritable double peine. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par double peine dans ce contexte-là? C'est le fait que les personnes qui subissent le plus d'injustices systémiques, celles qui ont de faibles revenus, qui sont peu diplômées ou qui sont très isolées, ce sont précisément celles qui auraient le plus besoin de s'organiser pour défendre leurs droits. D'accord. Mais ce sont exactement ces mêmes personnes qui n'ont ni les compétences ni la confiance nécessaires pour utiliser une interface numérique complexe. L'application propose d'utiliser des outils d'ingénierie sociale, des matrices d'analyse. Or, l'outil présuppose un citoyen déjà hyper compétent. On imagine mal une personne en grande précarité s'approprier ça spontanément. Je comprends pourquoi vous pensez ça, mais permettez-moi de vous offrir une perspective un peu différente. Il faut bien comprendre comment l'outil a été conçu matériellement pour contourner une grande partie de cette exclusion. Je vous écoute. Souvent, quand on parle de fracture numérique, on pense au manque de réseau ou au matériel désuet, n'est-ce pas? Cette application est ce qu'on appelle une application web progressive. Ça veut dire qu'elle ne nécessite pas de passer par les magasins d'applications officiels où il faut obligatoirement un compte Apple ou Google. Ah, je vois. On l'ouvre une fois dans un navigateur, elle s'installe en cache et boum, elle devient exceptionnellement légère. Elle s'adapte aux très vieux ordinateurs. Pour utiliser une analogie, c'est comme un couteau suisse de l'action citoyenne qui n'a pas besoin de réseau. L'outil est bourré d'options, mais il se glisse dans votre poche et fonctionne même au fond d'un sous-sol communautaire où le signal Wi-Fi ne se rend pas. Il outille vraiment les travailleurs sociaux sur le terrain.
J'aborde la question d'une autre manière, je vous avoue. Le problème avec l'analogie du couteau suisse, c'est que même le meilleur outil du monde est inutile, voire franchement intimidant, si la personne qui le tient ne sait pas à quoi servent les lames. Mais l'interface est justement là pour guider, non? Oui, mais vous parlez d'un accès hors ligne, puis c'est très bien, je le reconnais. Par contre, l'exclusion matérielle, c'est juste la pointe de l'iceberg. Nos sources rappellent que la fraction numérique comporte jusqu'à 8 degrés de complexité. C'est pas juste une question de posséder le bon matériel ou d'avoir du réseau. C'est surtout une question de littératie numérique, vous voulez dire. Exactement. C'est fondamentalement cognitif. L'application demande aux utilisateurs de manipuler des concepts quand même très pointus. Comme quoi, mettons? On y génère des documents en format Markdown. C'est un langage de balisage qui demande d'utiliser des symboles spécifiques pour formater du texte. On parle d'analyse SWOT, de matrice de pouvoir. Ouais, c'est vrai que dit de même. Pensez-vous vraiment qu'un usager du CPA, qui est l'équivalent belge de nos services d'aide sociale de dernier recours, tel que mentionné dans nos textes, pensez-vous vraiment que ce citoyen, qui peine parfois à remplir un simple formulaire PDF pour obtenir ses prestations de base, possède les schémas cognitifs pour naviguer là-dedans? C'est un bon point. Une interface qui lui demande d'élaborer une théorie du changement. Le fossé n'est pas technologique, il est épistémologique. L'outil demande de penser comme un gestionnaire de projet. Je dois vous l'avouer, quand j'ai ouvert l'application la première fois puis que j'ai vu des termes comme diagramme de Gantt ou matrice Pestel, j'ai moi aussi eu un petit frisson d'horreur corporatif. Ah, je vous comprends. Je me suis dit, mon Dieu, on est en train de transformer des militants de quartier en cadres d'entreprise. Mais quand on regarde concrètement comment c'est appliqué dans l'interface, on comprend que ce ne sont que des noms savants pour structurer le bon sens populaire. L'application est profondément ancrée dans l'ADN du travail social, en fait. Structurer le bon sens, comment ça se traduit? Prenons un exemple bien concret. Imaginez un comité de locataires qui fait face à des rénovictions massives dans son immeuble. La colère est là, tout le monde parle en même temps, c'est chaotique. Un grand classique de l'intervention communautaire, oui. L'application propose un tableau Kanban. Au lieu que ce soit un concept abstrait de management, l'interface affiche simplement 3 colonnes. À faire, en cours, terminé. D'accord. Les locataires créent des petits post-it virtuels genre contacter le journaliste local, prendre des photos de la moisissure, appeler l'avocat. Et visuellement, ils glissent ces post-it d'une colonne à l'autre. L'application ne fait que numériser la méthode de l'entraînement mental. C'est une pédagogie issue des mouvements d'éducation populaire des années 30. L'outil respecte la philosophie qui dit « Vous savez ce que vous faites? Vous êtes les experts de votre propre vie. » Il fournit juste la charpente pour que la maison ne s'écoule pas au premier coup de vent. Je suis désolé, mais j'y crois pas. Laissez-moi vous dire pourquoi. Allez-y. Je vois tout à fait la mécanique que vous décrivez, puis sur papier, c'est très séduisant. Mais là où je décroche, c'est sur la prémisse d'autonomie face à cet écran. Le rapport d'évaluation du décret de l'éducation permanente est extrêmement lucide là-dessus. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Une association y témoigne qu'une personne effrayée ou aliénée par le système, elle ne viendra jamais s'asseoir devant un outil numérique complexe de son plein gré. Pour ces publics désillusionnés politiquement, la toute première étape vers la revendication, c'est la médiation humaine. L'humain avant la machine? Toujours l'humain. Le rapport met en lumière le rôle crucial de ce qu'ils appellent l'informaticien public. Ah oui, j'ai vu ce terme. C'est pas un technicien qui répare des routeurs, tu sais. C'est un travailleur social qui s'assoit à côté de la personne en difficulté devant l'écran. Il décode le jargon, il rassure, il absorbe la violence symbolique de l'interface. Je vois. L'étincelle de l'indignation collective, le moment où une personne réalise que son problème de moisissure n'est pas juste de sa faute, mais un problème systémique de logement, ça n'est pas en remplissant un champ de texte pour faire avancer une barre de progression à 97 %. Cette prise de conscience, elle se crée dans le regard de l'autre, dans un local syndical physique. Mais je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus. Et c'est là que réside une grande subtilité de l'outil qu'il faut absolument souligner. L'application n'a jamais été pensée pour remplacer cet humain-là. Ah non? Non, la documentation précise très clairement que c'est un poste de travail pour l'animateur ou pour le groupe entier. Ne faites-vous pas preuve d'un peu de paternalisme en assumant que les publics précaires sont incapables d'utiliser des outils de gestion de projet si on les accompagne adéquatement? Paternaliste, c'est un grand mot. Comment ça se traduit concrètement dans l'usage alors si on est en groupe? Eh bien, reprenons notre comité de locataires. L'informaticien public dont vous parlez y branche son ordinateur sur un projecteur puis affiche l'outil sur le mur de la salle. Les données restent stockées uniquement sur cet ordinateur local. Le groupe discute, débat et l'animateur entre les informations.
Oui, je vois l'idée du tableau blanc interactif. C'est ça, un tableau qui retient la mémoire du groupe. On sait à quel point le taux de roulement des bénévoles est élevé dans le milieu associatif. Quand un leader communautaire s'épuise et quitte le groupe, si la stratégie était juste sur un bout de papier perdu, le mouvement meurt. Avec cet outil, l'ordinateur devient le coffre-fort de la mémoire collective. Bon, la question de la mémoire institutionnelle des luttes est un point fort, je suis prêt à l'admettre. Merci. Mais ça implique tout de même qu'on dépend d'un animateur bien formé, d'un ordinateur, d'un projecteur. Ça demande des ressources quand même massives. Et c'est ici qu'on entre en collision avec un contexte systémique beaucoup plus large et beaucoup plus préoccupant que soulignent nos sources. Vous voulez parler du contexte de la numérisation des services publics. Les rapports d'UNIA et de SMART documentent un phénomène tragique qu'on appelle le non-recours aux droits. Des gens qui abandonnent leur démarche, c'est bien ça? C'est ça. Des milliers de personnes n'obtiennent pas l'aide au logement ou le chômage auquel ils ont droit, tout simplement parce que les gouvernements ont fermé les guichets physiques pour tout remplacer par des portails web. Les sources citent l'exemple de l'ordonnance Bruxelles numérique, une loi qui pousse l'administration vers le tout numérique. C'est vrai que la disparition du contact humain dans les services publics est une crise majeure. Une crise colossale. La priorité absolue des associations citoyennes en ce moment, c'est de garantir des accès hors ligne, le maintien des guichets physiques. C'est de dire, laissez les portes ouvertes, permettez aux gens de parler à un humain. Alors, utiliser une application numérique, aussi éthique et bien pensée soit-elle, pour lutter contre des injustices qui sont en grande partie causées par l'exclusion numérique, ça me semble conceptuellement défaillant. On demande aux victimes de la dématérialisation de se défendre avec les outils même de leur exclusion. C'est un point très intéressant, bien que je le formulerai un peu autrement. Le vieux débat, est-ce qu'on peut utiliser les outils du maître pour démonter la maison du maître? C'est la bonne vieille question, ouais. Mais la réalité, et je vais être un peu pragmatique ici, c'est que le retour en arrière est complètement impossible. L'État se numérise, les institutions automatisent leur processus. Malheureusement, Puisque le pouvoir en face s'arme numériquement, la société civile doit impérativement s'armer numériquement pour faire du plaidoyer qui a de l'impact au niveau macro. Refuser ces armes numériques, c'est condamner les mouvements sociaux à une inefficacité romantique. inefficacité romantique, ouf, c'est dur comme terme. Mais c'est la réalité de la guerre asymétrique de l'information. Regardez ce que permet la fonction d'exportation de l'application quand une petite association locale, qui manque cruellement de financement, peut générer en 3 clics un rapport professionnel pour des subventions. Elle se met soudainement à parler le langage des décideurs. Elle gagne en crédibilité instantanée. Si on refuse la professionnalisation de l'action citoyenne, on laisse le monopole de l'efficacité aux lobbyistes privés qui, eux, ont absolument aucun scrupule à utiliser des logiciels à 10 000 $. D'accord, je vois l'attrait stratégique. C'est logique, pour être financé, il faut parler le langage des bailleurs de fonds, mais il faut s'arrêter une seconde sur ce que vous venez de dire. Oui. Parce que c'est là que se trouve mon plus grand vertige avec cet outil. En adoptant ce langage, cette rationalité managériale, ne sommes-nous pas en train d'aseptiser la nature même de l'indignation populaire? C'est-à-dire? Comment l'outil aseptisera-t-il la colère concrètement? Le manuel de plaidoyer qui inspire l'application rappelle que la politique informelle est tout aussi vitale que la politique formelle. La force historique d'un mouvement social, c'est très souvent son imprévisibilité. C'est sa dimension viscérale, sa capacité à déranger. Je vous suis. Quand on force une injustice vécue dans les tripes à entrer dans des cases pour définir des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, on fait du management néolibéral pur et dur. On dompte la colère, on la rend polie et digeste pour les institutions. Et si l'émancipation doit obligatoirement passer par l'apprentissage du jargon des technocrates, je dirais qu'on a déjà perdu une partie cruciale de la bataille. La forme numérique dicte ce qu'est une revendication valide. C'est une critique brillante, je vous l'accorde. Et je vous rejoins sur le danger de la bureaucratisation des luttes. Mais je vois ça d'un autre œil. L'entraînement mental, la méthode au cœur de l'application, ne vise pas à polir la colère pour faire plaisir aux institutions. Il vise à la rendre efficace face à des murs de béton. Efficace, mais à quel prix? Au prix de la survie politique, prendre le temps de définir qui est notre allié ou qui détient réellement le pouvoir de changer cette loi. C'est pas du management, c'est de la stratégie pure. Penser que la structure tue l'émotion, c'est un faux débat. La structure, quand elle est bien utilisée, elle canalise l'émotion pour qu'elle devienne une force de frappe au lieu de se dissiper dans le vide après une seule manifestation. Je concède que la canalisation de l'énergie est nécessaire.
Mais ma préoccupation finale reste celle de l'accès. Si cette application devient le standard d'excellence pour structurer un plaidoyer, on risque fort de voir émerger une forme d'aristocratie militante. Une aristocratie militante, carrément. Oui, carrément. Ceux qui maîtrisent l'outil, généralement les militants professionnels, les classes moyennes éduquées, seront surreprésentés dans les espaces de décision. Pendant ce temps-là, les personnes exclues numériquement verront leur capacité d'indignation jugée comme non stratégique par le système, simplement parce qu'elles ne seront pas présentées dans un beau document PDF. La voix de ceux qui crient dans la rue avec la pancarte en carton sera de moins en moins écoutée. C'est une mise en garde extrêmement pertinente. Ça nous amène d'ailleurs à faire la synthèse de nos positions parce que notre échange met vraiment en lumière des tensions fondamentales dans nos sources. Tout à fait. De mon côté, je maintiens que cette application représente une avancée majeure. L'outil prouve qu'il est techniquement et éthiquement possible de créer des technologies qui respectent la vie privée tout en armant structurellement la société civile. Dans un monde hyper connecté, fournir aux citoyens les moyens d'analyser le pouvoir avec la même rigueur que ceux qui le détiennent, c'est une condition essentielle de l'émancipation politique moderne. Et de mon point de vue, je résumerai en disant que cet outil est technologiquement brillant, on s'entend là-dessus. Ses fondements éthiques sont irréprochables. Mais il ne faut pas se laisser aveugler par la brillance de la technologie. Sans un investissement massif dans la présence humaine, dans le financement de ces travailleurs sociaux, cet outil servira principalement aux militants déjà formés et favorisés. Sans cet ancrage humain, l'outil risque de manquer sa cible d'émancipation populaire. Mais malgré cette divergence, il est clair que nos sources nous amènent à d'importants points de convergence. On s'entend tous les deux sur la validité et la puissance de la démarche intellectuelle derrière tout ça, l'importance de la méthode, voir, juger, agir. Absolument. L'action citoyenne exige une analyse rigoureuse. Au final, que cette réflexion se déroule face à un écran interactif ou autour d'une vieille table avec du café et des feuilles mobiles, l'objectif suprême reste le même, c'est la réappropriation par le citoyen de son pouvoir d'agir. Exactement. La vraie question qui persiste à travers nos sources, c'est de savoir comment la société va réussir à construire ce pont. Comment relier le besoin viscéral d'un contact humain sécurisant avec la redoutable efficacité organisationnelle que permet le numérique? C'est une tension fascinante. Tout à fait. On invite nos auditeurs à explorer par eux-mêmes cette tension dans la documentation de l'outil et dans les rapports sur l'inclusion numérique pour se forger leur propre opinion. Merci d'avoir partagé votre expertise et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour un prochain croisement d'idées à The Debate.